Bonjour à toutes et à tous. Quelques moments techniques avant de commencer le webinaire. C'est le premier webinaire de la série des séminaires de la Chambre de commerce avec les CCI France à l'international. Et donc aujourd'hui, on est avec la Chine. Ce webinaire est traduit en simultané entre français et russe. Nous avons donc nos collègues chinois qui nous rejoignent depuis Shanghai. Et si vous avez des questions techniques par rapport à la traduction, notre technicien a laissé un message dans le chat. N'hésitez pas à écrire vos questions pour la traduction et aussi vos questions pour les intervenants. Donc, je laisse la parole à Pavel Chinsky, directeur général de la CCI France-Russie. Bonjour à tous. Bonjour les amis, je vous vois au bureau, tous avec vos masques de ninja. Vous allez pouvoir parler avec les masques? On va y arriver. Bon, voilà, c'est ça la discipline chinoise. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté, chers amis, collègues, confrères, cette proposition. Je pense que c'est quelque chose qui, d'une part, sortira nos amis de leur confinement géographique, puisque les problèmes russo-russes, on baigne dedans, et là, ça sera une bonne manière, non pas tant de faire du benchmarking, je ne pense pas que ce soit le terme adéquat, mais en tout cas de voir comment les choses se passent du côté du grand voisin avec lequel la Russie a tant de milliers de kilomètres en commun. Voilà, donc merci encore à vous. Je vais très rapidement vous passer la parole et puis surtout ensuite passer la parole à nos adhérents qui ont beaucoup de questions à vous poser, mais vous apportez déjà un certain nombre de réponses par votre discipline sanitaire, les amis. Donc, ni hao et xie xie ni, et bienvenue à Moscou. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à nos amis de Russie. Bienvenue en Chine, bienvenue chez nous. Donc, je suis ici avec Caroline, directrice de la Chambre, Olivier, vice-président, Emmanuel, vice-président de la Chambre. Et nous sommes très heureux de partager avec vous notre expérience, nos ressentis. Comme vous le savez, ici en Chine, nous avons quelques semaines d'avance sur vous. Donc, nous avons quelques bonnes nouvelles à partager avec vous et puis aussi vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici pour que, je l'espère, cela puisse guider aussi vos décisions sur les prochaines semaines. Alors, juste une petite récap de la manière dont ça s'est passé. Ici en Chine, la crise, comme vous le savez, a commencé fin janvier. Très rapidement, ça a été un confinement total sur tout le pays. Et donc, nous sommes restés confinés à peu près jusqu'à la mi-mars. Donc, à la mi-mars, il y a eu un début de déconfinement. C'est un début de déconfinement qui a permis à la vie de reprendre. Et juste une petite parenthèse, le pays s'est déconfiné sauf la région de Wuhan, qui est la ville, comme vous le savez, d'où est parti le virus. Mais le reste du pays donc, est rentré en déconfinement à la mi-mars. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à observer un cercle vertueux de reprise de la vie, de reprise économique, mais avec beaucoup d'obstacles. On a tendance à comparer ça un petit peu à un tremblement de terre. Le Covid, ça a été un tremblement de terre. Et ensuite, on a observé ce qu'on appelle des répliques, c'est-à-dire qu'on a eu des hoquets, en fait, dans la manière dont le pays a redémarré. Et cela, en fait, a amené à une espèce de valse hésitation de la part du gouvernement sur la manière dont il a déconfiné selon les villes, les provinces, les secteurs. Les cinémas ont rouvert, puis ils ont refermé. Certains parcs ou certaines destinations touristiques ont réouvert, puis se sont refermés. Et ces répliques, en fait, étaient dues à des observations de cas isolés de Covid-19 ou des groupes de contamination dans certains secteurs. Il y a eu aussi, bien évidemment, le problème des gens qui revenaient en Chine, et c'est ce qui a poussé la Chine, juste après le déconfinement, à fermer ses frontières d'ailleurs. Donc, cette reprise s'est faite de manière progressive, chaotique, en dents de scie, mais elle a été régulière. C'est-à-dire que l'économie, petit à petit, a redémarré. Les secteurs qui ont redémarré le plus vite sont le secteur manufacturier, la construction, la tech bien sûr,
mais également des secteurs comme l'extraction de minerais, par exemple, se sont remis très vite au travail. Et les chaînes de production, en fait, se sont remises à travailler. Sauf que la demande n'a pas suivi, comme vous vous en doutez. Donc, l'activité a démarré beaucoup plus vite, en fait, que la demande. Aujourd'hui, la situation, c'est que nous sommes, on peut dire, c'est un peu à la louche, mais on peut dire que le pays est reparti à 95% en activité, mais toujours avec beaucoup de restrictions. Elles se lèvent les unes après les autres, mais elles sont encore là. Et puis également, nous vivons avec beaucoup de contrôles. La manière dont nous voyageons est très contrôlée. Les mesures d'hygiène sont très strictes. Le port du masque est obligatoire et nous allons y revenir. C'est un conseil que nous pouvons vous donner, c'est de bien faire attention au port du masque. Nous avons ici en Chine un système de QR code où chacun sur son téléphone portable a un code QR qui en fait vérifie que vous avez passé au moins 14 jours au même endroit sans avoir de la fièvre, sans avoir contacté quelqu'un d'autre qui a le Covid-19 et donc qui valide le fait que vous êtes en bonne santé. C'est une patte blanche pour entrer dans les magasins, pour entrer dans les restaurants. Mais globalement, aujourd'hui, à ce jour, au 30 avril, on peut dire qu'ici en Chine, après presque un mois et demi de déconfinement, on est dans une situation sanitaire très positive, mais très contrôlée et avec beaucoup de sacrifices. Alors, pour vous donner un petit peu la manière dont ça s'est passé, en sortie de confinement, nous avons mis en place dans toutes les entreprises, parce qu'il fallait le faire, mais aussi parce que c'était la loi, parce que les Chinois, vous le savez, sont très stricts, toute une série de mesures qui sont toujours actives aujourd'hui. Donc, dès qu'on est rentré dans les bureaux, mi-mars, prise de température systématique tous les jours de tous les employés, des écarts obligatoires dans les cantines, dans les hubs de travail pour que les gens ne travaillent pas trop près, masque obligatoire pour tout le monde, un questionnaire que l'on reçoit sur son téléphone tous les jours à remplir où l'on stipule sa température, ce qu'on a fait sur les 14 derniers jours et ses éventuels déplacements. Du gel hydroalcoolique à tous les coins de bureau, bien évidemment, c'est logique. Des écarts en réunion, c'est-à-dire que quand une réunion dans un bureau demande à ce que trop de gens y participent, on demande aux employés de rester à leur poste de travail, de le faire par vidéo, même s'ils sont dans le même bureau. Même chose pour les ascenseurs, avec des limitations de nombre de personnes dans les ascenseurs. Et puis, aucun voyage, sauf sur autorisation spéciale du management. Donc ça, c'est à peu près ce que toutes les entreprises, les usines ont mis en place et c'est toujours valide à ce jour. En ce qui concerne le soutien économique, 3 volets. D'abord, la Chambre de commerce. Nous, dès le début de la crise, dès la fin janvier, on a mis en place une cellule de soutien et d'appui gratuit pour conseiller les entreprises, notamment les plus fragiles, donc les PME et les ETI, pour leur fournir du conseil gratuit sur la stratégie, les ressources humaines, les procédures qui étaient mises en place par le gouvernement à l'époque pour aider ces entreprises à naviguer au travers de la crise. Nous avions des spécialistes dans tous les domaines. Beaucoup d'entre eux avaient déjà vécu le SRAS en 2003. Et donc, ça nous a permis d'apporter beaucoup d'assistance aux entreprises françaises, franco-chinoises, et pas seulement à nos membres, mais nous l'avons fait pour toutes les entreprises de la communauté. Deuxième volet, les aides aux entreprises du gouvernement français. Je ne vais pas revenir dessus parce que vous les connaissez. Et troisième volet pour nous, ça a été le paquet d'aides qui a été édicté très tôt d'ailleurs dans la crise par le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois a été très proactif et a lancé au fur et à mesure des paquets de soutien non discriminatifs. Dans la plupart des cas, les entreprises françaises n'ont pas eu de discrimination, c'est-à-dire qu'elles y avaient accès. Et donc, ce soutien du gouvernement chinois concerne le volet fiscal, les charges sociales, les emprunts bancaires, les loyers, le coût de l'énergie. Il y a eu des distributions de bons de consommation dans les provinces et puis beaucoup d'exemptions et d'aides également aux entreprises. Donc, il était important pour les entrepreneurs ici en Chine de faire un vrai suivi de toutes les mesures qui étaient édictées au fur et à mesure par le gouvernement pour aider les entreprises et pour soulager notamment sur les frais de personnel, puisque c'est un poste qui pèse beaucoup dans les entreprises.
Et pour terminer, et avant de passer la parole à mes camarades, sachez qu'ici en Chine, la reprise économique est poussée par le gouvernement et que le gouvernement a fixé des axes prioritaires où il investit en milliards de renminbi. Et ces deux axes sont, un, la technologie environnementale, hein, donc les méthodes modernes de recyclage, la dépollution, les villes zéro carbone, les filtres. Énormément d'investissements et d'appels aux entreprises locales et internationales. Et puis le deuxième volet d'investissement, c'est ce que le gouvernement ici appelle les nouvelles infrastructures et qui concerne le développement de la 5G, des infrastructures big data, l'Internet industriel, tout ce qui est technologie sans contact et le véhicule autonome ainsi que le véhicule électrique et les bornes électriques. Donc ce sont les pôles de développement prioritaires du gouvernement sur lesquels le gouvernement pousse le redémarrage économique de la Chine. J'en ai fini pour mon introduction. Je vais passer maintenant la parole peut-être à toi, Olivier, et puis ensuite, Emmanuel, je te laisserai intervenir. Donc, bonjour à tous. Donc, Olivier Dubreuil, je travaille ici en Chine pour le groupe Safran. On est équipementier dans l'aéronautique. Je voulais partager avec vous plusieurs points. Le premier, je reprends ce que tu disais sur la protection. Hein. Quand on redémarre une usine ou quand on redémarre une activité, il est vraiment important de passer du temps. On a passé, nous, beaucoup de temps à la préparation. Réviser les protocoles, les relire, les re-relire dans tous les sens pour s'assurer que, d'une part, on était, je dirais, en ligne avec ce qui était demandé par la loi et que, d'autre part, chacun savait ce qu'il avait à faire et qu'on était prêt à rouvrir. Donc, ne négligez pas, c'est le conseil que je voudrais donner, le temps de préparation de cette réouverture. Il faut vraiment investir dessus pour que ça se passe le mieux possible. Aussi, assurer la traçabilité. Donc on a des moyens, des QR codes, mais toutes les mesures de température qui sont prises, elles sont ensuite consolidées, elles sont reportées, elles sont tracées, elles sont recoupées. Voilà, donc pensez bien à tracer tout ça. Parce que si malheureusement dans vos entreprises des cas se déclarent, il faudra être capable de remonter toute la chaîne. Voilà, quelle personne a été en contact avec la personne qui aura été déclarée malade, sachant qu'on peut être malade sans présenter de symptômes. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir cette traçabilité sur des choses très, très simples qui nous paraissent, je dirais, évidentes. La cantine, voilà, bon, la cantine, il y a des notions de distanciation sociale, qui a mangé, à quel endroit, à côté de qui. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut bien préparer. Deuxième point, c'est l'organisation du travail. Donc moi, le conseil que je voudrais vous donner, c'est ne vous précipitez pas, voilà, n'allez pas trop vite. Et pensez à tout ce qui est souplesse dans l'aménagement du travail. Le télétravail, hein, ça paraît quelque chose d'évident, mais le télétravail à cette échelle, nous, on n'avait jamais fait. Voilà, quand on a la moitié de ses effectifs, puis la moitié de ses effectifs en télétravail, des gens qui sont habitués à travailler sur des stations informatiques, il faut le tester. Voilà. Donc, il faut mettre en place des dispositifs informatiques un petit peu innovants. Pensez à lisser la charge, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est un moment de crise. Donc, je pense que tout le monde comprend et les employés peuvent comprendre qu'il y a besoin d'adapter et de faire des compromis. Donc, utilisez ce temps un peu particulier pour réorganiser vos process et la façon dont vous avez l'habitude de travailler. Et puis, il y avait une question sur qu'est-ce qui peut accélérer, enfin, en tout cas, permettre de sécuriser la sortie de crise, c'est la technologie. Donc, on a aujourd'hui des technologies digitales qui nous permettent de mieux communiquer, de communiquer plus vite, à plusieurs, rapidement, de partager de l'information. C'est vital en temps de crise d'avoir une information mise à jour, claire. Donc, utilisez, nous, on a WeChat ici en Chine, mais j'imagine qu'il y a sûrement aussi des applications similaires. Voilà, vous allez voir que vous n'allez jamais autant utiliser la WebEx que par le passé. Donc, vous allez voir aussi que la bande passante de nos réseaux de communication est limitée. Mais utilisez tous ces moyens-là pour améliorer votre sortie de crise. Le troisième point, c'est nos équipes, hein, les gens qui travaillent dans nos entreprises. Donc, moi, je trouve qu'en Chine, on a eu une excellente coopération de toutes les équipes, voilà, qui se sont pliées à ces contraintes, hein, mais qui sont nécessaires pour que le déconfinement se passe correctement.
Faites attention aussi au climat social. Ils sont confinés et il y a les enfants à la maison. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Hein, et donc dans la stabilité psychologique de vos équipes, je pense qu'il faut que vous soyez vigilants vis-à-vis de ça. Moi, je me souviens que nos équipes avaient peur de revenir au travail. Ils avaient vraiment peur de croiser un virus qui, évidemment, est invisible. Et donc, le masque, voilà, le masque, on en parle comme équipement de protection physique, mais c'est aussi un moyen de redonner de la confiance et de tuer des anxiétés que nos équipes pourraient avoir. Donc, voilà, le masque n'est pas uniquement un moyen de protection médicale, hein, mais il permet aussi de revenir sereinement au travail et d'être plus efficace. Voilà, donc les technologies, j'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à les utiliser. Maintenez le lien avec vos équipes qui sont en télétravail. Il y a des dispositifs de e-learning. Il y a plein de choses qui existent pour que tout cela puisse se passer correctement. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, Emmanuel Gros. Donc moi, je suis banquier d'affaires. Je travaille pour une banque d'investissement qui s'appelle Benoît Associés. On fait des opérations de fusion-acquisition. Je vais essayer de structurer mon intervention autour des 5 thèmes que vous évoquiez. Le premier, un mot sur la crise et puis sur ses phases. Excusez-moi, Emmanuel. Juste pivoter un tout petit peu la caméra parce qu'on voit très bien votre charmant coup de pied, votre soulier. Mais là, voilà, comme ça, on vous voit bien. Mieux? Oui, sauf le bas du visage, mais là, on ne peut pas faire grand-chose. Là, c'est parfait, merci. Une petite demande de l'interprète, si vous pouviez parler un tout petit peu plus lentement pour qu'il puisse traduire vers le russe. Merci beaucoup. Je vais parler. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Parfaitement. Parfait. Donc, je vais structurer. Voilà. Je ne répète pas. Donc, Emmanuel Gros, banquier d'affaires, on fait des fusions-acquisitions. Je vais structurer mon intervention qui sera courte, ne vous inquiétez pas, mais autour de 5 thèmes. Le premier, reprendre un peu le phasage de la crise. Le deuxième, les partages de bonnes pratiques, et notamment au sein de plus petites entreprises. Certains changements d'habitude qu'on a vus ici en Chine. Comment tirer parti de la crise? Et enfin, un sujet peut-être un peu plus prospectif sur les grands changements, un peu plus tectoniques. Mais bon, là, c'est du débat, etc. C'est plus pour lancer des pistes. Alors, sur le phasage de la crise, c'est vrai, comme l'évoquaient mes camarades, on est dans la 3e phase. Finalement, il y a 3 phases dans cette gestion de crise. La première phase, c'est la mise en sécurité de ses collaborateurs, ça a été évoqué. La deuxième, c'est assurer la continuité de l'activité, tous les plans de continuité d'activité qu'il faut mettre en place. Et puis, la 3e phase, c'est préparer le rebond. Et nous, typiquement, en Chine, on est dans cette 3e phase et en Occident, et je pense en Russie aussi, vous êtes plutôt dans cette première et cette seconde phase. Mais il y a la lumière au bout du tunnel, comme le disait le président Loras. Et une partie de cette lumière, si on regarde un petit peu en Chine, vous avez probablement vu certaines annonces, notamment dans les produits de luxe. LVMH qui disait à mi-avril, ces produits de luxe étaient en croissance de plus 50% sur les 2 premières semaines d'avril. C'est un peu ce qu'on appelle en Chine la consommation de revanche. Et on l'avait vu d'ailleurs, ça a été évoqué au moment du SARS, quand j'étais là en 2003. Gardons en tête que la croissance économique en Chine au moment du SARS avait été de 10%. C'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage au second semestre. Le premier semestre, il a été évidemment catastrophique. Sur les différentes mesures, ça a été largement évoqué, mais au niveau des différents stimulus mis en place par les autorités, il y en a 3 essentiellement, qui sont alors le cumul des 3 mesures, j'y reviendrai, mais et sans commune mesure avec ce qui avait été dégagé au moment de la crise économique de 2008 et 2009, où là, la Chine avait mis en place un stimulus de 600 milliards de dollars. Là, on est plus proche de 200 milliards de dollars sur les 3 stimulus qui sont stimulus monétaire. Il y a eu une baisse des taux d'intérêt, il y a eu une baisse aussi de tous les ratios de réserve obligatoire des banques pour injecter des liquidités dans l'économie. Le deuxième stimulus fiscal, ça a été évoqué, différentes baisses de taxes avec différentes fiscalités de charges sociales de certains loyers et autres. Et enfin, un stimulus budgétaire
notamment autour de la 5G, donc des grands projets budgétaires. Donc voilà un petit peu sur le premier sujet, sur le partage des bonnes pratiques. Alors, ce qui est important, c'est un petit peu quelque part, c'est les entreprises qui ont réagi le plus rapidement. Il y a d'ailleurs un peu à l'image de la Chine qui a réagi très vite, même s'il y a des polémiques, mais elle a réagi très vite à Wuhan et dans le Hubei, en mettant la province qui est la taille de la France en population, 60 millions d'habitants, la province du Hubei, en la mettant sous quarantaine. C'est un peu finalement à cette image-là que l'on voit l'efficacité des entreprises qui ont résisté à la crise et qui ont mis en place des mesures d'anticipation, notamment baisse de salaire. Ça a été notre cas, baisse de salaire des dirigeants. Et d'ailleurs, il faut là montrer une exemplarité à tous les niveaux, exemplarité, alors quand on parle de baisse des salaires, mais aussi on porte tous le masque aujourd'hui, c'est parce qu'on montre aussi cette exemplarité, et aussi l'exemplarité d'être aux côtés de nos collaborateurs chinois. Ceux qui ont quitté la Chine au moment de la crise ne sont pas très bien vus aujourd'hui, parce qu'en plus, alors ils ne peuvent pas revenir, et en plus, c'est un petit peu ceux qui ont quitté le navire au moment où ça allait mal. Donc, ce n'est pas de la bonne gestion, et nos collaborateurs nous en savent gré d'être restés à leur côté. Il y a eu différentes mesures de réduction de loyer également qui ont été mises en place par les autorités. Évidemment, faites la chasse au coût, parce que tout ce que vous économiserez aujourd'hui, finalement, vous permettra d'encaisser les différents contre-coups de trésorerie, parce que la crise est quand même extrêmement violente quand on est au cœur un peu dans l'œil du cyclone. On a aussi déménagé certains de nos bureaux. Donc, j'ai envie de dire, regardez tous les coûts que vous pouvez économiser, même si vous n'avez pas encore le couteau sous la gorge. Plus vous anticiperez, mieux vous résisterez à la crise. Sur le troisième sujet, c'est un peu plus anecdotique, c'est plus de l'ordre des signaux faibles sur les changements d'habitude, mais les Chinois, par exemple, qui n'avaient pas l'habitude de cuisiner à la maison, se sont mis à cuisiner. Et on voit, par exemple, un groupe comme le Safre qui fait les levures me disait que ses ventes avaient explosé parce que les gens faisaient les mantou, vous savez, les petits pains à vapeur chinois à la maison, etc. Il y a pas mal d'anecdotes autour justement d'émissions, de live, de cuisine chez soi et autres. Toute évidemment, l'activité d'e-commerce a explosé, toutes les livraisons à domicile de différents supermarchés, différents grands groupes chinois que vous connaissez comme Alibaba ont évidemment quelque part tiré parti en fait de cette situation de crise. Les jeux en ligne, des groupes comme Tencent, d'ailleurs qui ont fait des opérations en France en début d'année dans la fintech, ont également vu leur vente progresser. Il y a eu beaucoup de e-learning aussi autour de l'éducation, donc beaucoup de changements d'habitude. Et c'est amusant juste aussi sur les signaux faibles, mais à côté de mon bureau, il y a un restaurant avec une terrasse qui a toujours été vide sur les 5 dernières années, et aujourd'hui les terrasses sont pleines. C'est-à-dire que les gens veulent être dehors, ce qui n'était pas du tout dans les habitudes des Chinois. Ils avaient plutôt peur du soleil, et aujourd'hui ils veulent être dehors pour être en plein air et être moins confinés, pour être moins à risque. Donc je pense que tout ça va aussi entraîner des changements à venir dans la restauration et autres. Enfin, avant-dernière partie sur comment tirer parti de la crise. Alors, nous, on est dans les services financiers, on fait des opérations d'acquisition, mais qu'est-ce qu'on va voir en fait? On va voir des consolidations qu'on commence d'ailleurs à voir. Il va y en avoir a priori dans le tourisme, l'automobile, la santé, probablement dans l'éducation, dans les transports. Donc, des groupes qui justement souffrent de difficultés de trésorerie vont être rachetés, vont être consolidés. Donc, je pense qu'on va avoir des vagues comme ça de consolidation. Également dans la technologie, on l'a évoqué, les groupes qui ont le mieux résisté finalement à la crise sont les groupes les plus technologiques. Donc on va voir des opérations d'acquisition par des sociétés traditionnelles dans le segment de la tech pour justement quelque part acquérir un savoir-faire qu'ils n'ont pas et qui les protégerait à l'avenir de futures crises. À l'inverse, et d'ailleurs ce qu'on a vu là cette semaine en Chine, les grands groupes de tech chinois notamment, mais autres, vont investir dans les réseaux physiques. On a vu un groupe qui s'appelle Pinduoduo, qui est une plateforme de e-commerce qui a investi dans Gomé. Gomé, c'est un distributeur de produits électroménagers, en fait. C'est un peu une Fnac Darty, si vous voulez, en Chine. Et donc, ces acteurs de la tech qui investissent dans les réseaux physiques, qui, eux, ont souffert pendant la crise à cause de différentes fermetures. On l'avait vu déjà l'année dernière, d'ailleurs, des groupes comme Suning,
qui avait investi dans Carrefour, enfin, qui a racheté Carrefour en Chine d'ailleurs. Donc on va voir également un petit peu dans les deux sens, les acteurs traditionnels qui vont investir dans la tech et les acteurs de tech qui vont prendre position dans les réseaux physiques. D'ailleurs, tout ce qu'on évoque milite aussi autour de un petit peu une accélération des technologies dites 5G. Ça a été évoqué, mais comme les gens de plus en plus vont avoir recours à l'éducation à la maison, les jeux à la maison, le travail à la maison, tout cela va nécessiter finalement, et tu en parlais sur le bandwidth, vont nécessiter une technologie 5G avec des plus fortes capacités. Donc, je pense que la 5G va être d'autant plus stratégique dans ce nouveau contexte qu'elle ne l'était déjà les années précédentes. Donc là, on n'est qu'au début de la concurrence au plus haut niveau autour de ces sujets. Et enfin, pour lancer un petit peu les débats, alors évidemment en France, on adore débattre et on parle de la fin de la mondialisation, la fin de la globalisation, etc. Sans rentrer là-dedans, ce qu'on voit, ce qu'on peut observer, c'est qu'une présence en Chine aujourd'hui est une force en fait, est une force pour un groupe français. Parce que, ça permet déjà de lisser un petit peu le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises françaises en Chine sont, non seulement elles partagent les bonnes pratiques, c'est notre cas aujourd'hui, mais en plus, elles peuvent pallier certains manques qui aujourd'hui sont en train de naître en Occident, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Évidemment, une présence également en Chine permet pour une entreprise française de commencer à bénéficier du rebond économique que l'on voit. Et puis, quelque part, finalement, aucun pays n'étant autosuffisant et avec cette théorie des avantages comparatifs, tout ça, finalement, fait que à notre humble avis, on est encore loin de la fin de la globalisation. Ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'il y a aussi des débats en ce moment, on en parlait tout à l'heure, autour du choix finalement que seraient amenés à faire certains pays entre d'un côté l'ultralibéralisme et puis de l'autre le régime autoritaire. Probablement, il y a des choses finalement adoptées des deux côtés, et on a vu récemment la France qui parlait de remettre en place un plan, en fait, un ministère du plan. Et on sait, et probablement en Russie également, mais en Chine, c'est une économie qui fonctionne sur la base de plans quinquennaux. Donc, il y a des plans tous les 5 ans. Et ça, finalement, ça permet d'avoir une grande visibilité. Et on voit que, quelque part, cette gestion, finalement, dans le temps, qui avait été, à une époque en France, adoptée, aujourd'hui, est en train d'être remise au goût du jour. Donc voilà un petit peu tous ces changements. Je pense que c'est aussi quelque part intéressant de vivre tous ces bouleversements. Mais malheureusement, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout parce qu'il y a encore des risques en Chine. On parle d'une deuxième vague. On parle du risque macro maintenant pour la Chine qui est quand même encore exposée au reste du monde. Et puis, après la crise économique, quid de la crise financière? Parce que les banques aujourd'hui qui sont en train de tenir le système, elles commencent également à souffrir, et notamment si la Chine n'a pas finalement libéré le stimulus dans les mêmes ordres de grandeur qu'en 2008-2009, c'est parce que son niveau de dette est déjà assez élevé, et il y a un risque sur la dette des crédits à la consommation en Chine, parce que la dette des ménages a fortement augmenté. Donc voilà un petit peu tous ces sujets. C'est passionnant, et plus je pense une entreprise sera présente sur différents continents, plus elle sera finalement intelligente, et plus elle aura la capacité d'anticiper toutes ces transformations. Voilà pour nos interventions. Je pense que vous souhaitez passer aux questions. Merci à tous les trois, et merci à Caroline, évidemment, d'avoir permis cette rencontre virtuelle. Oui, on va passer aux questions. Moi, j'en ai une à vous poser on va commencer par quelque chose d'un peu politiquement incorrect, parce que j'avoue que c'est quelque chose une réponse, en tout cas, qu'on ne trouve pas dans les médias. On observe en France, un peu moins qu'aux États-Unis, mais tout de même une certaine vague de Chinese bashing. On voit ça dans les articles quotidiens sur la manière dont la Chine a géré, mal géré ou pas géré la crise, etc., etc. Est-ce que vous en percevez un contre-coup sur vous-même, sur vos activités en tant que communauté d'affaires étrangères? Non, je dirais que nous, on a plutôt le syndrome de Stockholm ici déjà. On aime l'endroit où on habite, premièrement. Écoutez, d'un point de vue très large, vous savez, dans ce qui est dit, commenté, il y a toujours une part de vrai et une part d'exagération. Donc,
Je Non, pense c'est que... quelque chose, la Russie est sous sanction, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui, oui. Non, non, écoutez, vous savez, on peut prendre n'importe quelle situation, que ce soit celle de la France ou de la Chine, il y a des choses très critiquables et il y a des choses qui se sont très bien passées. Je pense que la communauté ici est tout à fait lucide sur les choses qui se sont mal passées. Mais ce que nous avons observé, un de mes camarades le disait tout à l'heure, c'est que la réaction de rattrapage et ensuite de réduction du problème a été extrêmement agile et rapide. Donc même s'il y a eu des erreurs au début, ce qui a été fait en Chine, je vous l'avoue, de l'avoir vécu de l'intérieur, nous a assez impressionnés en global. Maintenant, Non, je me suis mal exprimé. Oui, non, mais je sais ce que vous voulez dire. Est-ce que les commentaires en France Est-ce nous que les impactent? Chinois, est-ce que les autorités chinoises sont gênées et est-ce que vous en percevez sur vous-même Non, non, non. Comme je vous le des disais, il n'y a marques? pas de discrimination et même, comme vous le savez, les relations diplomatiques avec la France sont un peu plus soft qu'avec les autres pays. C'est-à-dire que quand il y a un problème avec les États-Unis, la rhétorique se fait très forte. Mais par exemple, il y a à peu près 10 jours, je crois que notre ministre a convoqué l'ambassadeur de Chine en France pour se plaindre de certains commentaires. Et la presse ici a été plutôt la presse officielle donc a été plutôt tendre avec ce phénomène. Donc, je pense qu'on bénéficie, nous, Français, d'un certain traitement de faveur, globalement. C'est une perception que j'ai, je ne suis pas sur le contrôle de mes camarades. Merci beaucoup. Vous nous donnez des arguments parce qu'en Russie, par exemple, ne sont éligibles aux aides gouvernementales que les sociétés ayant au maximum 50% de capital étranger. Donc, quand on va expliquer que non seulement en France, mais même en Chine, il n'y a pas de discrimination, j'espère que ça va les faire un petit peu évoluer ici. Voilà, je passe la parole à Grégoire, Lydia, qui modère, qui prend les questions sur le chat. Oui, bonjour Pavel, bonjour à tous, merci. On a déjà plusieurs questions sur le chat. Une première question, est-ce que le projet au bord, donc One Belt, One Road, va être impacté par cette crise? Alors, je te donne le micro déjà. Grosse question. Le projet au bord est une projection. Non, le projet au bord est une projection diplomatique et commerciale de la Chine qui sert ses intérêts sur la manière dont elle rayonne économiquement et politiquement sur toute une région. Donc, nous ne sommes pas dans les arcanes du gouvernement chinois, mais il me semble que le projet au bord va continuer et ne sera pas. Il sera peut-être impacté dans ses stratégies, mais il sera, à mon avis, très actif. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, on peut rajouter un mot là-dessus. Les opérations, nous, on surveille ça un peu comme le lait sur le feu, les opérations d'investissement, d'acquisition chinoises hors de Chine. Sur le premier trimestre, elles ont toutes destinations confondues, hein, c'est pas que au bord, hein, c'est toutes destinations, elles ont chuté de 80%. C'est-à-dire sur le premier trimestre, on fait moins 80% par rapport à 2019, qui était déjà une mauvaise année, c'était l'année de la guerre commerciale. Donc, si vous voulez, alors c'est normal, hein, dans le contexte dans lequel la Chine était, sa priorité, c'était l'économie domestique et non pas les investissements à l'étranger. Maintenant, ce qu'on peut dire sur au bord, c'est que, et vous l'entendez probablement en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire que est-ce que ces régions-là vont renforcer leur protectionnisme? C'est vrai des États-Unis. Il y a débat sur l'Europe. J'étais avec la Commission européenne hier, justement, on discutait de ces sujets et la Commission européenne qui est en train de mettre en place un mécanisme de coopération qui va entrer en vigueur en octobre cette année, qui oblige en fait tous les États de l'Union européenne de reporter à la Commission toute opération d'acquisition par des investisseurs étrangers qui toucherait à la sécurité et à l'ordre social, en fait, et à la stabilité sociale du pays. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les investissements chinois vont aller là où ils sont bien accueillis, là ils sont les bienvenus. S'ils sentent qu'il y a une tension réelle aux États-Unis probable en Europe, ils vont s'orienter vers d'autres régions. Là, on pense à l'Afrique, on pense à certaines régions peut-être d'Europe de l'Est, hors finalement
ou d'Amérique d'ailleurs du Sud, hors de l'Union européenne. Et là, typiquement, on est dans le cadre de la BRI. Ça s'appelle plus au bord, hein, ça s'appelle Belt and Road Initiative, ça s'appelle BRI, mais c'est pas grave, ils changent de nom régulièrement. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, sur les volumes, bien sûr, ils seront impactés à la baisse. Maintenant, et j'étais avec une des banques, une des policy banks, un des fonds souverains chinois récemment, au plus haut niveau de l'État chinois, les Chinois vont réengager des investissements hors de Chine. Donc, on va de nouveau voir de grosses opérations soutenues par les autorités chinoises dans les régions où elles sont les bienvenues. Donc, on peut penser à Haut-Bord et on peut penser à de grosses opérations autour peut-être de ressources naturelles ou opérées par des sociétés d'État chinoises et donc sensibles politiquement. Ouais. Merci beaucoup de votre réponse. On a une question qui est posée en russe, donc on traduit. Quelles sont des mesures de soutien concrètes du gouvernement chinois vis-à-vis des entreprises étrangères en Chine? Elles ne sont pas spécifiques. Les aides du gouvernement chinois sont pour toutes les entreprises qui sont sur leur territoire. Par contre, on ne peut pas dire la même chose de la part des aides du gouvernement français aux entreprises françaises, puisque si une entreprise française a son siège social en France, elle en bénéficiera. Par contre, si c'est un jeune entrepreneur qui a monté sa boîte ici en Chine, il n'en bénéficiera pas. Mais ici en Chine, il n'y a pas de discrimination sur les paquets d'aide. D'accord, merci beaucoup. On reprend la prochaine question. Comment a été perçue, donc elle est liée à celle-ci, la proposition d'Emmanuel Macron de moratoire sur la dette des pays africains? J'imagine bien, mais je n'ai pas lu grand-chose sur le sujet. La Chine a une politique très pro-africaine et d'ailleurs a beaucoup de projets en Afrique avec la France. Donc, je n'ai rien lu sur ce sujet, mais j'imagine que l'initiative a été bien prise. Je ne sais pas si tu as des infos. Non, mais c'est vrai qu'il y a, là, on est au cœur des polémiques autour justement de Belt and Road Initiative, de pays, notamment en Afrique, qui seraient surendettés vis-à-vis de la Chine et qui perdraient le contrôle à cause de ce surendettement de certains de leurs actifs stratégiques. Bon, il y a ce type, je ne sais pas si la question fait référence à ce type de débat, mais ce qui est certain, comme le disait Christophe, c'est que, et comme je le disais à l'instant sur Belt and Road Initiative, c'est-à-dire que l'Afrique va être au cœur finalement. Elle l'était déjà, mais la stratégie chinoise va se renforcer en Afrique. Nous, notre banque est présente en Afrique. On a un associé africain et on voit l'intérêt de groupes chinois, notamment dans des grands projets d'infrastructure, donc des projets qui sont sensibles politiquement. Donc tout ce qui va, si vous voulez, contribuer à améliorer l'image finalement de la Chine, qui n'est pas toujours bonne dans certains pays d'ailleurs en Afrique. Donc tout ce qui va contribuer à améliorer son image, et si c'est des moratoires sur la dette notamment, vous trouverez, la Chine sera présente et apportera tout son soutien. Merci. Nous avons aussi deux questions par le comité immobilier construction de la Chambre, une plutôt globale et l'autre plutôt concrète. Donc la première concerne le secteur bâtiment-construction et les chantiers. Est-ce que les chantiers en Chine sont désormais repris? Oui, alors j'ai les dernières infos justement. Les boîtes françaises qui sont dans la construction, par exemple Saint-Gobain ou d'autres, en fait, ont fait un excellent mois d'avril. Certaines d'entre elles ont fait un chiffre d'affaires supérieur à l'année dernière. Au mois d'avril, supérieur au mois d'avril de l'année dernière. Donc la construction a repris. Les travailleurs migrants sont de retour sur les chantiers. Moi-même, je suis dans l'hôtellerie. Mes projets d'hôtels en construction sont tous repartis. Et je discutais également avec Michelin. Et Michelin a fait également un très bon chiffre d'affaires en avril, et notamment en vendant des pneus pour la construction, c'est-à-dire pour les grosses machines avec des pneus de 4 mètres de haut. Et donc la construction, le bâtiment, oui, a repris, et de manière assez forte.
Merci beaucoup. Justement, on a eu un webinaire avec la participation de Michelin hier. Ils ont une usine dans la région de Moscou, mais chez nous, la situation est différente. Pour l'instant, c'est gelé. Et donc, l'autre question du comité immobilier construction dont je parlais est très pratique. Ça concerne les locaux de la CCI Franchine. Avez-vous modifié l'aménagement intérieur de vos locaux? Par exemple, partition, sens unique, pas que CCI Franchine évidemment, mais au sein de vos entreprises aussi. Alors, pour ce qui s'agit pour la CCI Franchine, on est revenu au travail mi-mars et on a aménagé les horaires. On a réaménagé, pas vraiment, mais on a essayé d'avoir une distance entre les bureaux et le port de masque obligatoire, ce qui a permis de rassurer les collaborateurs, les prises de température et de s'assurer avant la reprise au travail qu'on n'avait pas bougé de la ville pendant les 15 derniers jours. C'est même pas de la Chine, c'était de la ville où on était. Et c'est la même chose pour les autres entreprises, les mêmes choses qui ont été mises en place. Et quand on arrivait devant notre bâtiment, de toute façon, il y avait le comité du parti devant les locaux qui, de toute façon, prenait tous les numéros de téléphone, les numéros de passeport et les températures. Donc, de toute façon, on ne pouvait, c'était une obligation de respecter ça puisque les vérifications pouvaient être faites. Et puis ensuite, il y a eu les QR codes qui ont facilité cette vérification. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la désinfection. Donc, nettoyer après le passage en réunion, vraiment s'assurer qu'on a bien des locaux qui sont dans un état parfait. Et gérer les cas, gérer le cas qu'on ne veut pas voir, hein, qui est un employé présentant des symptômes dans l'entreprise. Donc ça, il faut être capable de gérer cet événement, avoir une salle dédiée, avoir tous les process pour pouvoir le gérer proprement. Et humainement aussi, parce que bon, il ne faut pas donner aux personnes qu'elles sont pestiférées. Voilà, donc il y a tout un accompagnement à mettre en place, hein, et il faut être prêt à le faire. Il ne faut pas le faire dans l'urgence. Donc quand je parlais de préparation au départ, ça en fait partie aussi, quoi. Avoir une ou deux zones isolées, parce qu'on peut aussi avoir 2 cas. Et voilà, porter des masques, c'est quand même important. Oui, et sur les activités de la CCI, il y a une chose importante à savoir, c'est qu'on a repris nos fonctions mi-mars à la Chambre de commerce, mais tous les événements que nous avons faits et nous arrivons en mai ont été faits par webinar. Aucun événement n'a été fait en présentiel depuis le début. Il n'y a pas vraiment d'indication de le faire ou ne pas le faire. Au départ, oui, on ne pouvait pas se regrouper, on ne pouvait pas s'inviter, on ne pouvait pas se retrouver à plusieurs. Aujourd'hui, il n'y a rien de très clair, mais on a décidé de continuer en webinar et au fur et à mesure, on reprendra en présentiel. On commencera par 20 personnes et puis petit à petit, on pourra se retrouver avec plus de personnes. Mais notre gala qui devait avoir lieu en mai est reporté au second semestre. Une autre question, vous parliez tout à l'heure de cette consommation de revanche, et notamment dans le luxe. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont été impactés par qui ont vu une forte hausse de leur consommation juste après le déconfinement, et notamment dans la mode, peut-être la cosmétique ou le tourisme? J'ai juste une anecdote et je laisserai mes camarades répondre, mais juste une anecdote. C'est aussi ça, hein, comprendre un pays, c'est les signaux faibles. C'est dans la rue, etc. C'est dans la boulangerie, notamment les boulangeries françaises. Il y a quelques boulangeries françaises à Shanghai, de plus en plus. Et alors, si vous allez dans les différentes boulangeries, j'en ai fait 3 ou 4, si vous allez dans les boulangeries françaises à Shanghai, après 14 heures, il n'y a plus un seul gâteau. Mais alors ça, c'est juste, ça fait 18 ans que je suis en Chine, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que la consommation de gâteaux dans les boulangeries est dingue.
Et donc, il faut y aller le week-end avant 14 h si on veut encore avoir un bon gâteau. Et je lisais récemment dans le secteur laitier Fonterra, qui est un groupe australien ou néo-zélandais très présent ici, qui disait la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forte consommation de gâteaux à base de lait. En fait, c'est un groupe laitier à base de lait, etc. Parce que les gens, tout ce qu'ils n'ont pas pu manger et consommer pendant le confinement, justement, ils consomment et ils achètent. Donc, voilà, juste une anecdote, mais je vous laisse rebondir. Ouais, je pense qu'en fait, effectivement, ça redémarre et on commence par le bas de la pyramide de Maslow. Donc, les besoins primaires qui sont se nourrir. Là. Alors, moi, je suis dans l'aérien, donc nous, les voyages, le tourisme, c'est plutôt sur le haut de la pyramide de Maslow. On dépense l'argent quand on a couvert tous ces besoins, tous ces besoins primaires. Donc, ce n'est pas les secteurs qui vont, je pense, repartir tout de suite. Hein. Typiquement, on envisage 2-3 ans avant de retrouver les niveaux de transport qu'on avait fin 2019 et les niveaux de fabrication également d'avions qu'on avait fin 2019. Pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'on ne voyage plus, donc il y a des compagnies aériennes qui vont faire faillite. Elles vont revendre leurs avions. Le marché de l'occasion va grossir. Le marché du neuf donc, va se réduire. Et puis, il va falloir que tout ça se mette en route progressivement. Donc, les prévisions qu'on fait aujourd'hui, c'est à peu près 2 ans. Peut-être 3, enfin moins 2 ou 3. Alors, la consommation de revanche est à des limites. Comme l'a dit Olivier, déjà, c'est des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Mais, par exemple, il n'y a pas vraiment une revanche de consommation dans le luxe, puisque le luxe a toujours été accessible, même pendant le confinement. On pouvait commander du luxe en ligne. C'est la première chose. Deuxième chose, moi, je suis dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Il y a aussi un phénomène qui est que dans la consommation, dans le retail et dans l'hôtellerie, même si le consommateur a besoin d'aller consommer, veut retourner dans un hôtel, veut retourner dans un restaurant, veut aller acheter, il va toujours soit y avoir une crainte d'être dans un endroit trop confiné, d'attraper le virus, ou il va y avoir des restrictions gouvernementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, je vous donne un exemple, les vacances de mai sont des vacances en Chine de 5 jours, où normalement il y a une grande transhumance, et beaucoup de gens vont sur l'île de Hainan, ou vont dans des villes où il y a des hôtels au bord de la plage ou de golf. Les Chinois étaient prêts à voyager de manière massive pour ces vacances de mai, sauf que les écoles reprennent en Chine à la fin des vacances de mai et que toutes les écoles ont appelé tous les parents en disant « Attention, si vous voulez que vos enfants reprennent l'école après les vacances, nous ne voulons pas que vous quittiez la ville. » Donc, c'est rédhibitoire. Donc, même quand on veut consommer, il y a soit une crainte, soit encore toute une batterie de restrictions qui empêchent de consommer. Donc, tout ça va se lever au fur et à mesure. Encore une fois, il y a une courbe vertueuse, je pense, mais on n'en est pas encore là. Alors, une autre question. La Chine interdit actuellement l'entrée sur son territoire aux ressortissants étrangers avec visa business ou travail. Avez-vous une idée d'une date à laquelle cela se débloquerait? Non, personne ne peut le dire aujourd'hui. Quand on pose la question au gouvernement, on ne peut pas le dire. Des institutions comme la Chambre européenne sont en train de faire du lobbying. Et elles ont une réponse hier très polie, mais très ferme, qui leur disait « Nous ne savons pas encore et nous le ferons quand nous pourrons le faire ». Donc, ça reste un problème sans visibilité. Merci beaucoup. Une question posée en russe également concernant les faillites des entreprises. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous attendez qu'il y ait plus de faillites? Si oui, dans quel secteur? Et est-ce que des licenciements, notamment des licenciements de masse, sont prévus? Alors, je vais passer la parole à Olivier, mais oui, il va y avoir des faillites normalement, surtout de PME, je pense. Mais je laisserai l'analyse macroéconomique à Olivier. Pardon, à Emmanuel. Sur le chômage, par contre, la destruction d'emplois, c'est un petit peu la chance qu'on a d'être en Chine. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait très, très attention à sa stabilité sociale. Donc, les destructions d'emplois, on s'attend à ce qu'elles soient
compensé par des mesures qui permettront de recycler, former, réallouer des emplois. Donc on est moins soucieux, mais oui, alors de la destruction d'entreprises, oui, et je te laisse en parler. C'est sûr, il y a eu une vague de faillite. Il y a eu près de 500 000 sur le premier trimestre de cette année, près de 500 000 entreprises chinoises qui ont fait faillite, ce qui est énorme à cause de ces problèmes de trésorerie, bien sûr, et surtout des sociétés évidemment privées et puis de petite taille. Sur les secteurs, vous parlez de secteurs, c'est un peu ce que j'indiquais sur là où on peut attendre des consolidations. L'automobile souffre énormément et a commencé à souffrir déjà depuis plusieurs années. Donc on devrait voir, et là je vois, il y a des groupes chinois NIO là hier qui étaient recapitalisés. Donc voilà, il va y avoir un petit peu, vous savez, ça va être le winner take all comme au casino. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de faillites et puis certains vont finalement rafler la mise en fait en rachetant les plus beaux actifs et puis en laissant finalement mourir les autres autour de l'éducation, autour du transport, de la santé, du tourisme probablement. Aussi, c'est les secteurs sur lesquels on anticipe finalement à la fois des consolidations et puis des faillites à venir. Mais comme le disait Christophe, c'est la priorité du parti, parce que le parti qui dirige le pays, c'est la stabilité sociale. Donc le parti ne laissera pas finalement le chômage flamber. Il a déjà commencé un petit peu à diminuer. Il était au-dessus de 6%, le chômage urbain, au mois de février. Là, je crois qu'il est à 5,8 de mémoire. Il est passé en dessous de la barre des 6%. Et historiquement, chômage en Chine urbain est entre 4 et 5%. Donc, on voit bien, et ça, c'est évidemment les statistiques officielles, mais on voit bien, il y a eu quand même cette hausse-là. Les chiffres qui sont annoncés, parce que ce qu'on disait sur l'effet un petit peu ricochet et le risque macro, c'est que là, on parle de 5 millions de pertes d'emplois dues finalement à cette chute d'exportation de l'industrie chinoise qui est exportée en Occident. Et aujourd'hui, l'Occident étant mis en quarantaine, il y a plus de mandats. Donc voilà, donc c'est quand même plusieurs millions aujourd'hui d'emplois qui sont menacés, qui sont détruits. Mais il y a tout ce qu'on évoquait en mesure de soutien pour justement éviter que ce chômage n'aille trop loin. Il y a aussi, juste pour finir, parce que je disais ça récemment, il y a un encouragement des autorités auprès des étudiants à rester en master pour justement qu'il n'y ait pas, je ne sais pas si vous avez vu ça, messieurs et madame, pour éviter qu'il y ait, parce que on va dire annuellement, vous avez une dizaine de millions d'étudiants chaque année qui rentrent sur le marché du travail. Et pour justement éviter un petit peu l'effet ciseau, à la fois la crise et puis toute cette vague d'arrivée sur le marché du travail, il y a tout un tas de mesures d'incitation et de soutien auprès des étudiants pour rester en master, en deuxième cycle, etc., pour limiter le nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail. Voilà. On voit toute la réactivité d'ailleurs de cette Chine qui réagit très très vite avec le fine-tuning, avec toutes ces mesures très très fines finalement, et tout ça est appliqué doigt sur la couture à une extrême rapidité. Enfin, c'est toute l'intelligence finalement, sans être, voilà, tu disais, on est un peu le syndrome de Stockholm, sans être prisonnier. Voilà, il y a une grande stabilité qui est assurée quand même dans ce pays, on peut le dire. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question sur les régions. Parmi les régions plutôt accueillantes pour les investissements dans le cadre BRI et non plus au bord, dont on parlait tout à l'heure, peut-on compter les pays de l'ex-URSS, et en particulier l'Asie centrale, le Caucase, Ukraine, Moldavie et d'autres? Pardon, la question est les pays accueillants pour les investissements chinois? Ce n'est pas précisé, mais les investissements dans le cadre BRI, oui. Je ne pense pas que nous soyons très au courant de ces choses-là ici. Non, mais s'il y a un mot à dire, ce que recherche dans le cadre de la BRI, parce que ça s'inscrit aussi dans le cadre de la BRI, ce que vont rechercher les investisseurs chinois, c'est les ressources naturelles. Donc, je sais qu'au Kazakhstan, par exemple,
pétrolières. Donc, je ne connais pas, moi, très bien tous les pays de l'ex-URSS. Mais dans ces pays-là, vous allez avoir de riches ressources, vous pouvez vous attendre à ces investissements. Il y a aussi tout le développement de tous ces grands projets d'infrastructure. L'infrastructure, alors ce n'est pas que des voies ferrées, ce n'est pas que des routes, c'est aussi toutes les infrastructures en télécommunication. C'est-à-dire avec le développement de la 5G, on a évoqué à quel point ça allait devenir stratégique. Si ces pays-là de l'ex-URSS accueillent favorablement ces investisseurs chinois, vous pouvez vous attendre à une vague d'investissement parce qu'ils vont être réorientés là où finalement ils ne peuvent plus aller. Il va y avoir une réorientation, une recanalisation en quelque sorte vers les pays où ils sont accueillis. On a vu en Europe que beaucoup de pays ont pris conscience de leur trop grande dépendance vis-à-vis de la Chine dans la production de biens souvent assez primaires comme les masques. Et donc, qu'il y a une tendance de vouloir relocaliser, d'être plus autonome dans la production de certains produits. Est-ce que ça peut être un risque, un danger pour la Chine de voir certaines usines relocalisées dans des pays plus développés? Alors, je vais parler d'un point de vue personnel, je ne pense pas. Effectivement, il y aura un peu de découplage sur des produits peut-être nécessaires, première nécessité, ou qui ont un attrait relatif à la sécurité intérieure, et peut-être qu'il faudra relocaliser la production, tout ça. Oui, effectivement, quand on sait que 80% de la production d'antibiotiques est en Chine, peut-être qu'il fait sens d'en ramener une partie de la production près de nos pays. Pourquoi pas? Mais à la fin, vous savez, toutes les entreprises, tous les entrepreneurs qui sont en Chine produisent d'abord pour la Chine. Donc, ça ne fait pas sens de relocaliser. Même les Américains qui parlent de découplage, en fait, n'ont pas vraiment l'intention de faire du découplage. Je suis un ancien industriel, j'ai monté des usines ici. On voit quand même la hausse des coûts de main-d'œuvre sur notamment les salaires. Moi, dans mon ancienne vie d'industriel, et tu pourras en dire un mot, Olivier, mais il y a, sur les 15 dernières années, les salaires des ouvriers augmentaient entre 20 et 25% par an. Donc là, on arrive finalement à un moment où il est de moins en moins compétitif ou concurrentiel en bon français de produire en Chine. Et on voit bien cette vague de délocalisation, notamment dans le textile. On a des sujets dans la mode où on va au Vietnam, on va hors de Chine. Donc la compétitivité de la Chine, elle est de moins en moins réelle finalement dans les produits dits à bas coût, low cost. En fait, la Chine est plus low cost. Donc, comme disait Christophe, c'est de plus en plus finalement pour le marché local. Et on voit bien la force finalement d'avoir plusieurs sites parce qu'un peut compenser l'autre finalement en cas de crise. Parce qu'aujourd'hui, c'est les masques. Mais demain, qu'est-ce qu'on va réaliser qui nous manque? Tu vois, il y a toujours quelque chose. On ne sera jamais complètement autosuffisant. Ça n'existe pas, autosuffisant. Et puis, donc oui, effectivement, les entreprises qui sont venues ici il y a quelques années pour produire à bas coût et pour réexporter derrière, donc comme tu le disais, de moins en moins d'intérêt à être en Chine. Il y a aussi des nouveaux moyens de production comme l'impression 3D, par exemple, qui rendent le coût de production indépendant du pays dans lequel on met la machine. Donc, s'il y a des investissements étatiques en France pour encourager la relocalisation, il est possible que certaines entreprises relocalisent leur production en France en opérant en même temps un changement de process. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, Grégoire, parce qu'on commence à dépasser les délais. Une dernière question et puis on va passer au mot de la fin. Alors, on a une dernière question, ressources humaines. Est-ce que les entreprises françaises ayant repris le travail ont mis en place de nouvelles procédures sanitaires? Ont-elles limité le nombre d'employés dans les bureaux et laissé une partie du staff en home office? Est-ce que le télétravail est encore très en place chez vous? Alors, je sais, le télétravail, nous, on n'en fait plus parce que maintenant, on est revenu dans un mode normal. Par contre, toutes les pratiques sanitaires qui ont été mises en place au mois de février quand on a repris, elles sont encore appliquées. Et je pense qu'on va continuer à les appliquer toute l'année. Le gel hydroalcoolique, c'est devenu quelque chose de tout à fait standard. Donc, nous, on a acheté des dispositifs pour en avoir un peu partout. On trouve que c'est très bien, virus ou pas virus, du reste, de se laver les mains. Donc, oui, tout ça est resté et ça redonne
c'est le côté positif de cette crise, hein, les bonnes habitudes d'hygiène collective pour les gens qui travaillent ensemble toute la journée. En Russie aussi, on a ressorti les vieux posters de l'époque soviétique avec lavez-vous les mains, rincez vos couverts. C'était le bon côté du communisme. Ici, on en parle au passé. Vous, il a beaucoup évolué, mais il fait encore partie du Mais nous, paysage. c'est pas du tout le même communisme, hein, je vous rassure. Absolument. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Caroline et je tiens à saluer le travail formidable qu'elle fait avec son équipe. On en a parlé il y a peu de temps lors d'une réunion avec l'ensemble des chambres. Merci à vous de porter haut le drapeau français dans ce vaste territoire qui est tout sauf facile. Et ce que j'espère, c'est qu'on pourra vous rendre l'appareil, non seulement de manière virtuelle, mais peut-être organiser ensemble des événements. Comme vous le savez, la Russie consacre aujourd'hui une part conséquente de son budget au développement de l'Extrême-Orient. Donc, le forum de Vladivostok qui se tient en septembre aura peut-être lieu cette année. Tout le reste, évidemment, a été reporté s'inédié. Mais on avait fait un événement commun avec Nicolas Bonardel, notre collègue de Tokyo. Et pourquoi pas donc avoir des entreprises chinoises également qui viennent traverser ce petit bras d'océan pour nous retrouver en Extrême-Orient. Mais encore une fois, merci beaucoup. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et je propose qu'on se tienne au courant. Et si jamais vous avez des événements frappants chez vous, informez-nous-en afin qu'on puisse le relayer auprès de nos adhérents. Et j'en profite également pour vous passer, pour ceux d'entre vous qui sont des anciens de Shanghai, les amitiés de Rémi Paul qui a passé 8 ans à Shanghai chez Veolia et qui est actuellement vice-président de la Chambre à Moscou. Nous le saluons et nous vous saluons tous. Et écoutez, bon courage, ça va, vous allez en sortir et ça va revenir. Voilà, c'est notre message d'espoir et positif. C'est fini. Merci les amis et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.